Merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier chaleureusement. Vous avez bien résisté à l'exercice de crash test qui était en train de se jouer en même temps. En tout cas, merci beaucoup et je vous prie de regagner une place plus tranquille si vous souhaitez. En tout cas, on va pouvoir passer la parole à Aurélie Mossé qui donc intervient à distance. Aurélie, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez faire un petit signe de tête ou même parler peut-être ? Parfait, c'est un signe de main, mais ça marche aussi. Et donc, je vous donne la parole directement sans trop d'introduction parce que le temps est limité. Voilà, je vous donne la parole, c'est à vous. Ah non, mais on n'entend pas. Non, on n'a pas le son. Attendez une petite... Bon, c'est les fameuses réunions en hybride qu'on apprécie tous énormément et qui, voilà, donnent certaines joies. Bon, le mouvement, c'est bon. Est-ce que vous pouvez essayer la voix? L'image est bonne, oui. Est-ce que vous m'entendez, du coup? Oui. Bon, on applaudit, merci beaucoup. C'est parti, alors, du coup, j'imagine. C'est parti. Merci pour votre invitation et désolée de ne pas avoir pu l'honorer en présence, je le regrette. Donc, je m'appelle Aurélie Mossé, je suis designer textile de formation et je partage aujourd'hui mon temps entre trois activités, l'enseignement et la recherche que je mène à l'École des Arts Décoratifs à Paris et puis une pratique aussi en parallèle de design et de conseil dans le domaine des textiles futurs, ce qui fait sans doute que je parle avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler essentiellement de mes activités de recherche à l'École des Arts Décoratifs aujourd'hui, où je co-dirige le groupe de recherche Soft Matters, qui est un des 5 groupes de l'ENSAD Lab, le laboratoire de recherche par les pratiques créatives de cette école. C'est un groupe qui s'intéresse à comment nouveaux matériaux et nouvelles technologies peuvent contribuer à des futurs plus résilients et on approche ces thématiques par plusieurs prismes, notamment celui des matériaux actifs, du design circulaire, de l'artisanat numérique, du design sensoriel, mais ce qui fait vraiment le liant de tous les membres du groupe, c'est une affinité pour le textile et les matériaux souples. Voilà, l'équipe aujourd'hui, c'est à peu près 13 personnes, dont 8 doctorants, dont vous aurez un petit aperçu à travers cette présentation. Mais avant de rentrer dans le détail, je voulais revenir sur la manière un petit peu dont on a appréhendé ce futur du textile. Parce que nous l'envisageons, nous, sous le prisme de la résilience. C'est un concept qui a émergé dans le champ des sciences de l'écologie afin de comprendre pourquoi certains systèmes s'effondraient face à un choc, tandis que d'autres non. Donc, il se rapporte finalement à la capacité d'un système d'absorber des perturbations et de se réorganiser en intégrant ce changement tout en conservant essentiellement la même fonction, la même structure et identité. Donc pour résumer tout cela, la résilience, elle se base sur 3 principes clés. La diversité, l'idée de diversifier en fait les moyens de subsistance au maximum, que ce soit en termes de matériaux humains ou énergétiques, par exemple. Euh, Elle s'appuie également sur la notion de modularité qui est à entendre plutôt comme une autonomie accrue qu'une autosuffisance. Et ça passe entre autres par la décentralisation énergétique et une production locale. Et puis, le troisième grand principe, c'est l'idée de rétroaction, c'est-à-dire de rapprocher les résultats de nos actions le plus près de notre lieu de vie, afin de ne pas les ignorer et donc d'éviter des stratégies de délocalisation de ces conséquences parfois un peu hasardeuses. Donc nous abordons au sein du groupe, nous comprenons plutôt la résilience aussi et surtout comme
d'opportunités créatives qui nous permettent de tester de nouveaux matériaux, nouveaux modèles de création, de production, qui prennent des hypothèses en compte, telles que créer avec des ressources pétrolières drastiquement limitées est inévitable, ou que nous ne pouvons nous diriger vers quelque chose que si nous ne pouvons imaginer à quoi peut ressembler ce but et ce futur. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'esquisser quelques pistes, quelques directions à travers les axes suivants qui se situent tous à la croisée du numérique, du biologique et du design circulaire. Donc, je vais commencer par vous parler de textiles actifs, puis des déchets comme matière à création. Ensuite, je vous parlerai du concept de design zéro chute et je finirai sur des notions de fabrication microbiologique. Donc, les textiles actifs, ça a été mon premier terrain de recherche. Ils sont parfois aussi appelés textiles intelligents et ils correspondent en fait à tous ces textiles qui ont la capacité de sentir une information et d'y répondre avec un comportement spécifique. Donc, ça peut être un changement de couleur, un changement de forme, de la génération d'électricité. Il y a des multitudes de comportements en jeu. Et dans le contexte qui nous intéresse, ces matériaux sont régulièrement évoqués dans la perspective d'une mode émotionnellement durable, du fait en fait de leur potentiel à répondre à des désirs de changement et de personnalisation du vêtement ou du textile sans passer par une nouvelle matérialité. Donc l'idée, au moins en théorie, de réduire le nombre de vêtements dans une garde-robe tout en maintenant une variété de styles. Certains ont aussi la capacité, relativement modeste encore, de générer de l'énergie renouvelable, comme c'est le cas notamment dans les travaux de Pauline von Dongen que vous voyez en haut à droite. Pourtant, ces textiles-là, ils sont assez spécifiques et ils sont encore trop rarement réutilisables ou recyclables. Ils reposent régulièrement sur des ressources rares, voire toxiques, qui viennent souvent de loin ou qui passent en partie par des ressources, des matières premières d'origine pétrolière. Certains sont, notamment les e-textiles, sont dépendants de l'électricité pour leur activation, qui peut être parfois gourmande. Ils sont rarement produits de manière intégrale localement. Et on peut aussi parfois se questionner sur les efforts investis pour finalement une valeur ajoutée ou un usage d'une durée relativement limitée. De même qu'on peut questionner parfois la nature des interactions qui le soutiennent. C'est ce à quoi je me suis plus particulièrement intéressée dans ma thèse de doctorat qui s'appelle Gossamer Timescapes, où j'évoquais en fait les enjeux plus généraux de durabilité et le fait qu'ils sont la conséquence, comme le souligne Barbara Adam, la sociologie du temps, et qui sont le résultat en fait d'un conflit de paysages temporels. Pour le dire autrement, les enjeux écologiques auxquels nous nous faisons face font en partie le résultat de l'imposition d'une idée du temps industriel sur les rythmes de la nature. Donc une véritable déconnexion entre un temps objectivé qui est celui de l'horloge et des temps multiples de la nature. Et la plupart des textiles actifs, ils ont été conçus dans un cadre conceptuel qui est celui de l'interactivité, c'est-à-dire l'ensemble des interactions qui sont rendues possibles par l'informatique embarquée. C'est comme je le disais, une temporalité qui est héritière du temps de l'horloge, qui est façonné par un temps invariable, prévisible, universellement applicable et qui donne lieu à des expériences qui sont principalement concernées par un espace-temps qui est tourné vers l'utilisateur, basé sur des relations ou des dépendances homme-machine qui ne prennent pas ou peu en compte des interdépendances plus globales qui sont celles de la vie sur Terre, ce que Michel Serres appelle la biologie. Donc l'ensemble des vivants et de la matérialité terrestre. Tout ça pose un certain nombre du coup de questions quant à la création de textiles actifs où se posent nombre d'enjeux, nombre de défis. Nous avons une thèse actuellement au sein du groupe qui est celle de Ling-Xiao Luo qui s'intéresse dans le cadre du réseau Doctoral Software
à l'appropriation des actionneurs souples, donc tout ce qui va permettre un comportement en mouvement dans les vêtements connectés et les exosquelettes. Donc elle s'intéresse plus particulièrement à l'intégration des actionneurs souples dans de la maille en employant des techniques de design pour désassemblage où des composants électroniques et textiles peuvent être recyclés, surcyclés dans des circuits distincts après leur première vie, avec l'idée du coup de réduire l'empreinte de deux des plus problématiques industries en termes d'écologie, que sont le textile et l'électronique. Donc c'est une thèse qui vient de commencer, donc il y a encore peu à montrer, beaucoup de promesses, mais elle travaille actuellement avec l'EPFL sur l'intégration d'une technologie spécifique qui s'appelle Fiber Pump, une technologie tubulaire qui permet le déplacement de liquide sous l'effet d'un champ électrique qui va venir permettre de venir activer les mailles que vous voyez ici sur ces images. Sans trop de transition, je pense qu'un des autres versants enfin, de l'impact écologique de l'industrie du textile et de l'habillement tient à sa production massive de déchets que le numérique peut permettre aussi bien de quantifier que de réduire. C'est le cas notamment par l'optimisation de la découpe de tissus pour du vêtement. Mais j'aimerais évoquer une approche un peu différente qui est celle de la designer textile Capucine Stoss dans le cadre de son projet de diplôme à l'École des Arts Déco, qui s'est intéressée aux outils de fabrication numérique, en particulier ici la découpe laser, pour contribuer au surcyclage du métis, qui est ce matériau que vous voyez en haut à gauche, et qui est un isolant thermique et acoustique pour le secteur de la construction, fabriqué à partir de vêtements en coton usagés par Emmaüs. Donc toute sa démarche a été de réfléchir comment, par des moyens de design textile, elle pouvait offrir de nouvelles perspectives d'usage à ce matériau seconde vie qui est souvent discrédité. Vous voyez en haut à droite des exemples de, de panneaux découpés au laser. Et puis sur l'image ici, plutôt des techniques d'impression par sérigraphie qui sont convoquées également pour augmenter les propriétés esthétiques et sensorielles de cette matière et l'encourager à être intégrée dans notre quotidien. Mais évidemment, on le sait tous, le système le plus résilient est probablement celui qui ne produit pas de déchets en premier lieu. Et c'est une des idées qui nourrit le travail d'un autre doctorant, Yuri Apolodrous, qui s'attelle dans le projet No Cut No Seams à questionner comment créer des vêtements tissés zéro chute, prêts à être portés à la tombée du métier. Ce faisant, il questionne donc les changements qui sont induits par cette manière de concevoir et de produire des vêtements qui ne requièrent aucune couture, à la fois en termes d'usage, de technique que d'esthétique, ce qui implique du point de vue du design de penser et de matérialiser simultanément la forme et le matériau qui constituent le vêtement. Donc un exercice qui n'est pas des plus simples. Donc à ce stade de la recherche, le processus repose entièrement sur une pratique artisanale qui est basée sur des manières sous-exploitées ou nouvelles d'entrecroisement des fils, sur la création d'outils permettant de modifier la manière de tisser sur le métier. Ici, un métier à 12 cadres. Donc, les techniques que Yuri convoque sont proches des tissages complexes présents dans certaines cultures ancestrales, telles que les Incas, la Grèce antique, qui ont été abandonnées avec l'industrialisation du tissu et sa production systématique sous forme de rouleaux ou de rectangles. Donc les techniques qu'il redécouvre ou qu'il invente passent par le changement de l'orientation de la chaîne et de la trame durant la mise en forme du tissu. Donc la chaîne devient trame, la trame devient chaîne et vice-versa.
assembler directement et sans couture une maille et un tissage pour bénéficier des propriétés des deux matériaux, mais également tisser en forme, notamment des formes circulaires comme vous voyez à gauche, ou tisser simultanément différentes parties d'un vêtement, comme vous le voyez dans ce top à droite, où manches et devant sont tissés intégralement en même temps. Donc tout cela, ça implique de questionner d'autres manières d'entrecroiser des fils, mais aussi, je l'ai dit, de modifier le métier lui-même avec l'aide de différents accessoires. Donc à ce stade, on est vraiment dans une pratique artisanale, mais elle pourrait bénéficier d'une adaptation sur métier à commande numérique. Et pour un petit peu développer ce propos, je vais vous présenter en réalité un projet qui s'inscrit dans la même logique, et qui est celui de Jeanne Visserial, qui, donc, elle ne cherche pas à revisiter les techniques actuelles de tissage ou de patronage, mais plutôt d'inventer de nouvelles façons d'entrecroiser le fil et de nouveaux outils mécatroniques pour lui permettre de créer des vêtements. La base de son propos s'appuie sur le fait de questionner comment réconcilier prêt-à-porter et sur-mesure à travers la création de nouveaux outils pour le textile et l'habillement, réalisés selon des mesures anthropodimensionnelles. Donc, en gros, c'est l'idée d'avoir des vêtements qui vont être complètement ajustés aux différentes natures et morphologies, tailles des corps qu'ils habillent. Comment ça fonctionne, vous allez me demander. Donc, elle a développé ce qu'elle appelle une technique de tricotissage qui se situe à la croisée de la maille, du tissage et de la dentelle dans son projet de master. Et elle développe actuellement dans le projet Co-Create des machines qui vont lui permettre de combiner commandes manuelles et électroniques pour mener à bien cette technique, aussi bien au service des étapes de création, de conception du vêtement, que dans une logique de production en série. Donc la machine en question, j'espère que vous allez pouvoir la voir tout prochainement. C'est ce que vous voyez ici en mouvement en bas à droite, est une machine qui permet un dialogue multimodal, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner en mode 100% manuel, comme automatique, 100% automatique et avec tous les gradients intermédiaires, afin de satisfaire les besoins de la designer à toutes les étapes de conception et de fabrication. Ensuite, ce que permet cette machine, c'est donc une production contrôlée mécatroniquement de pièces textiles qui sont issues de l'entrecroisement d'un fil sans générer de chute comme la maille, mais en produisant des effets esthétiques différents. Et elle permet surtout de démultiplier la vitesse de production tout en maintenant une possibilité de sur-mesure. Ainsi, on peut parler de cette machine on peut l'assimiler à un processus de prototypage rapide qui repose sur une technologie qui a été brevetée dans le cadre de sa thèse. Ce qui fait qu'elle peut produire maintenant des vêtements à peu près en 8-10 minutes, alors qu'il lui fallait des centaines d'heures pour le travailler manuellement. J'aimerais maintenant aborder avec vous la pertinence aussi, dans une perspective écologique, des procédés de biodesign ou de biofabrication. Et j'entends par là toutes les créations qui sont façonnées avec le concours du métabolisme d'organismes vivants, qui offrent, il me semble, un cadre alternatif pour repenser de manière pertinente nos modes de production dans une perspective plus résiliente, voire plus régénérative. En effet, la plupart de ces processus reposent sur des températures de transformation basses, des ressources renouvelables qui sont moins, voire non polluantes que le système actuel dont nous avons hérité et qui s'appuie sur les principes de la révolution industrielle. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer plus spécifiquement des exemples de microfabrication biologique issus donc des processus vivants des bactéries. Plusieurs types de bactéries.
Nous, à l'ENSAD, on a commencé à aborder ces procédés en 2018 avec une bactérie qui avait la capacité de sécréter un colorant, la violacéine, qui est assez courant, sauf qu'ici, il est donc produit par les bactéries. Et donc, l'intérêt d'obtenir ces colorants de cette manière-là est que l'on a un processus de coloration qui requiert très peu d'eau et qui ne génère aucune pollution chimique comparée à la coloration aussi bien végétale que la coloration à base de colorants synthétiques. Évidemment, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a notamment le travail très intéressant de la start-up Pili qui développe toute une palette de couleurs aujourd'hui grâce à la biologie de synthèse. Ce qui est assez intéressant aussi du point de vue du design, c'est qu'on n'est pas sur un motif standardisé. On peut réellement utiliser les bactéries comme une manière aléatoire de colorer le tissu et de générer des motifs singuliers. C'est ce que travaille notamment depuis plusieurs années, Audrey Natsai-Cheza et d'autres. Euh, pour vous montrer ce à quoi ça a pu mener chez nous, dans le cadre d'une collaboration avec le Textile Lab de du War Institute, basé à Amsterdam. En fait, les étudiants ont appris à cultiver ces bactéries qui produisent cette violacéine. Et à gauche, vous pouvez voir une tentative de combiner une couleur bactérienne et couleur végétale pour augmenter donc la palette des possibles en termes de couleurs et de motifs. Et puis à droite, vous voyez une proposition qui est visée, elle, plutôt à se questionner sur l'appropriation des microalgues comme matière à création, aussi bien en traitement de surface que comme matière première à façonner. Il existe une multitude de bactéries qui peuvent nous aider dans ce voyage. Nous avons également travaillé avec des bactéries qui ont la capacité de rigidifier des substances granuleuses qui sont sans doute un peu moins connues. Ce procédé est appelé couramment la biocalcification et plus scientifiquement la précipitation de calcite microbiologiquement induite en raison de la bactérie à induire la formation de minéraux, de carbonate de calcium à partir d'une solution. Donc c'est ce que nous avons appris à faire l'année dernière en exposant des fils de jute à à ce procédé grâce aux connaissances acquises par les architectes Bastian Beiner et Daniel Suarez, qui ont ouvert la voie pour cette technique dans le domaine de l'architecture et du textile. Donc, vous voyez ici sur ce slide le bioréacteur dans lequel nous avons cultivé ces bactéries sur le tissu et puis la découverte progressive des échantillons. Donc vous allez voir ici deux exemples, notamment cette structure d'à peu près d'1 mètre de diamètre à base de crochets avant et après calcification. On voit l'incroyable définition de cette calcification et aussi sa capacité à venir, au-delà de nos espérances, je dois dire, remplir les cavités du crochet. Un autre exemple ici qui était basé sur des techniques d'assemblage par couture, on voit bien la capacité autoportante qui est permise grâce à la calcification de ces textiles qui sont initialement tous assez souples. Et je voudrais en fait conclure ma présentation avec un dernier projet qui n'est pas à proprement textile, mais qui va permettre de vous montrer la manière dont nous pouvons plus concrètement articuler biologique et numérique, qui est le projet Impressio Vivo, un projet interdisciplinaire qui est soutenu par l'ANR dans le cadre du programme JCJC et du comité bioéconomie, chimie, biotechnologie, procédés et approches système de la biomasse aux usages. Donc, en 2 mots, on s'intéresse à l'impression 3D de matériaux bioluminescents et biocalcifiés dans une perspective de design circulaire. Et c'est une recherche que nous menons en collaboration avec le Centre pour l'architecture et les technologies de l'information basé à Copenhague et 3D Fab, une plateforme de bioimpression basée à l'Université de Lyon 1, avec le soutien également de Soltan Chebachi, spécialiste de la biocalcification.
Le projet a commencé en 2022 et est divisé ou articulé en deux axes matériels. D'une part, la création d'hydrogel bioluminescent, comme vous le voyez en haut à gauche, avec l'idée de questionner comment on peut fabriquer une architecture vivante et éphémère. Et d'autre part, un deuxième axe où nous nous intéressons à la rigidification par biocalcification d'une mousse de papier recyclée. Ce qui fait le lien entre ces deux approches, c'est la modélisation et l'impression 3D par laquelle nous allons façonner ces matières. En ce qui concerne la bioluminescence, notre approche a d'abord été de se questionner sur le dispositif d'impression 3D. Et nous avons vite constaté que les outils de bioimpression existants ne nous permettaient pas vraiment d'adresser l'échelle architecturale et en tous les cas ne s'intégraient pas réellement dans nos environnements de création. Donc nous avons développé notre propre système euh, qui est en gros un bras robotique sur lequel nous sommes venus attacher une tête d'impression qui permet d'extruser les hydrogels et puis une cartouche sur mesure avec fonction chauffante qui nous permet d'alimenter donc cette tête d'extrusion. Donc quand la tête est alimentée, eh bien nous extrudons les structures et venons cultiver les bactéries par-dessus dans un deuxième temps, même si nous avons l'ambition de pouvoir faire les deux simultanément d'ici à la fin du projet. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce procédé? Eh bien, on essaye de comprendre comment concevoir et produire une architecture vivante, comment cultiver de nouvelles relations avec le monde bactérien dans notre quotidien. Et donc, nous avons testé en premier lieu quels sont les types de géométrie, de topologie qui nous permettraient d'accueillir au mieux ces bactéries bioluminescentes dans notre environnement. Donc, nous extrudons ces substrats de culture avec des formes spécifiques ici qui ont plutôt des formes de bassin, de piscine ou de terrasse afin de conserver un milieu le plus humide possible puisque ces bactéries bioluminescentes sont d'origine marine. Donc, il est important de maintenir ce taux d'humidité. Ce qui fait que nous pouvons observer ces effets lumineux. Et donc, ce qui nous intéressait de voir, c'était d'observer comment la variation de la géométrie allait pouvoir faire varier la luminosité de ces structures. Donc, vous voyez ici des variations autour de formes en spirale. J'évoque brièvement aussi le fait que nous travaillons également avec la simulation de la modélisation numérique, qui a pour but pour nous de comprendre plus finement les phénomènes physiques auxquels nous nous confrontons et d'anticiper les futures créations que nous ferons par la suite. Mais je ne vais pas rentrer nécessairement plus dans le détail pour avoir le temps de vous montrer ce que nous faisons avec la mousse de papier, que nous cherchons aussi à extruder avec des dispositifs d'impression 3D par extrusion mécanique. Une mousse donc qui est réalisée à partir de déchets de papier que nous broyons, que nous façonnons en forme de mousse et que nous venons extruder comme vous le voyez ici. Dans un deuxième temps, eh bien, nous cherchons donc à les calcifier avec les bactéries, ce qui passe par deux étapes. Exposer les impressions 3D à une solution bactérienne pour que les bactéries viennent absorber cette matière, et puis un deuxième bain dans lequel elles sont exposées à de l'urée et du carbonate de calcium, ce qui crée la rigidification de cette matière. Donc ça nous donne ce genre d'effet, c'est-à-dire que la minéralisation de la mousse provoque en fait une texture plus granuleuse, plus rigide et plus blanche que la mousse originelle et qui est confirmée par des analyses microscopiques. Donc dans les deux cas, dans ces deux axes matériels, la bioluminescence et la biocalcification, nous travaillons en fait à développer au-delà de la matérialité, des artefacts et des dispositifs qui vont nous permettre de préfigurer différents usages dans différents types de contextualisation.
Donc, je vous invite à suivre nos recherches par la suite pour en savoir un peu plus là-dessus. Et je vais donc simplement conclure pour vous dire que voilà, le numérique, le code, il existe à plusieurs niveaux dans nos recherches et dans celles de bien d'autres, bien sûr. Nous permet d'activer de la matière, il nous permet de simuler de la matière pour mieux la comprendre, il nous permet de la transformer, de lui donner une géométrie particulière. Il nous permet d'interagir de manière plus fine avec le monde biologique et c'est, comme on le fait aujourd'hui, aussi un outil de collaboration et de communication qui nous permet de travailler à distance. Donc, c'est devenu un élément vital de notre pratique de recherche, mais il paraît aussi important de garder un œil critique sur son appropriation. Et donc, je vais conclure sur ces mots de Fabrice Flippo, professeur de philosophie, en rappelant que, comme toute technologie, le numérique a ses avantages et ses inconvénients et que c'est bel et bien l'usage que nous en faisons qui détermine sa pertinence, en particulier dans le contexte écologique, puisqu'il nous rappelle que le numérique représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc peu. Ces gaz sont émis à peu près par toutes les activités humaines. Donc, à chaque fois qu'on met en avant une activité ou une autre, on peut toujours dire que ce n'est pas grand-chose et qu'il faut regarder ailleurs. Chaque secteur pollueur dit la même chose. Et une deuxième raison de s'alarmer quant à l'utilisation du numérique, c'est qu'il est le pire de tous les secteurs en termes de trajectoire, celle qui augmente le plus vite. Il n'y a aucun secteur qui fait pire, et en plus, le numérique entraîne les autres. C'est un moteur de croissance économique qui facilite l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs. C'est d'ailleurs un point clé. Donc, je vais vous laisser sur ces réflexions et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Aurélie pour votre présentation particulièrement stimulante. Alors, vous ne nous voyez pas malheureusement puisqu'il y a des soucis Alors, techniques pour ce faire. Si on me parle, j'entends très mal. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est que vous ne nous voyez pas malheureusement parce que tout le monde est tout à fait fasciné et attaché à ce que vous dites depuis tout le temps. Et je pense qu'il doit rester dans la salle une ou deux questions peut-être à laquelle on peut à laquelle vous pouvez tenter de répondre. Je ne sais pas si... Oui. Je vous passe le micro parce que sans micro, c'est encore pire. Et ensuite, on vous laissera. Bonjour, professeur Aurélie. Moi, en fait, j'étais étudiante, élève du professeur Jean Bassero. Et du coup, j'étais un peu au courant du travail qu'il faisait par rapport au supercyclage. Je voudrais savoir comment est-ce que vous voyez le rôle du supercyclage et aussi de toutes ces innovations qui aujourd'hui sont dans un niveau plus artisanal. Quel est le rôle de ce type de travail dans un contexte industriel? Je ne sais pas si c'est clair. Je suis désolée, le son est très mauvais. Je n'ai pas complètement compris la question. J'ai cru comprendre. C'est lié au supercyclage, si j'ai bien compris, et elle voudrait savoir quelle expérience vous avez sur ce sujet, elle-même ayant une petite... Et le rôle de... Et le rôle de ce type Est-ce que peut-être vous pouvez écrire la question par écrit parce que je suis très complexe. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. C'est le micro de... Donc la question qui a été posée, c'est le lien entre les innovations et les technologies qui ont été montrées, qui sont plutôt, on va dire, dans des TRL assez faibles et bas pour l'expérimental. Comment passer en surcyclage et à l'échelle industrielle avec ça et quels sont les enjeux un petit peu? C'est ça, Nicole? Sinon, tu viens devant. On est trois, on va y arriver. Ouais, à force de transformer la question que j'ai envoyée de Pierre, à la fin, ça change rien à voir en fait. Mais c'est très intéressant. Ouais, mais c'est pas mal aussi ça. C'est vrai, très bien, c'est super intéressant. Oui. Bonjour, du coup, moi j'étais élève du professeur Jean Bassero. Du coup, j'accompagnais déjà depuis un moment le travail que vous faites avec le supercyclage et ces autres innovations technologiques. Et moi, je suis curieuse de quel est pour vous le rôle de ce type d'innovation qui aujourd'hui on va dans un niveau très
artistique, artisanal, quel est le rôle de ce type d'innovation quand on parle d'un contexte industriel? Par contre, vous n'avez que 3 minutes pour répondre. Enfin, 2 minutes même, ça serait bien. Je pense que l'intérêt, c'est d'essayer de changer les mentalités, de voir que c'est possible à une petite échelle de production et qu'il faut soutenir la recherche dans ces démarches de recherche et développement, parce qu'on sait que les innovations prennent en général une vingtaine d'années à aboutir. Et après, je pense que toutes les innovations et les technologies n'ont pas forcément nécessité à passer systématiquement à une échelle industrielle et que ça doit être questionné à chaque fois.